Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Facebook Live en direct de la bibliothèque municipale d'Irigny. Et nous avons la joie de recevoir Franck Antunès. Bonsoir Franck. Bonsoir. Franck Antunès est auteur, écrivain. Et ce rendez-vous est un deuxième rendez-vous. Nous lui avons proposé une carte blanche pour une série de rencontres. Et la rencontre de ce soir, elle est consacrée à un thème très particulier et très grand public en même temps. Ce thème, c'est celui de l'adaptation de romans au cinéma et Franck me disait des romans plutôt à caractère littéraire. Donc voilà, je sais que Franck Antunès est bien évidemment un passionné de littérature. J'ai découvert qu'il était aussi passionné de cinéma et donc eh bien, c'est cette thématique des romans adaptés au cinéma que nous allons aborder ce soir et je laisse la parole à Franck Antunès. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux de vous rencontrer à nouveau pour cette deuxième carte blanche qui cette fois touche deux de mes passions. D'ailleurs, je les ai réunis dans mon deuxième roman de la trilogie sur l'influence de l'écriture dans nos vies, qui s'appelle donc Deux. J'avais besoin de ce tome pour mesurer l'influence et d'utiliser les effets spéciaux du cinéma pour explorer notre présent, le passé et les arcanes de notre monde. Quoi de mieux que le cinéma pour ce genre d'illusion? Vous trouverez des scènes détournées, des films évoqués, des acteurs pris comme exemple. Cette année, de plus, le premier tome de la trilogie 3, histoire de faire dans l'inverse comme Star Wars, on est dans le sujet, va ressortir chez un autre éditeur, l'éditeur de Deux, pour que la trilogie ait une homogénéité. Et cerise sur mon gâteau, j'ai préfacé la nouvelle édition du Diable au corps de Raymond Radiguet, déjà adaptée 2 fois au cinéma, la version de Claude Autant-Lara avec Gérard Philippe et Micheline Prel étant bien meilleure que celle de 86 qui était basée sur juste le contexte sulfureux de l'œuvre. Donc, à redécouvrir très bientôt dans les bibliothèques, en plein dans le sujet. Alors, venons directement au thème du jour, puisque nous avons devant nous de longues soirées, au cours desquelles nous pourrons regarder en famille ces belles œuvres et lire de superbes romans pour s'endormir. Donc la littérature adaptée au cinéma. Toujours dans le but de donner le goût par tous les moyens pour la grande, la belle littérature, celle qui est ambitieuse et culturelle. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une adaptation? Alors vous voyez souvent fleurir ces termes dans les génériques. Une adaptation est un film qui tentera de traduire plutôt fidèlement le roman, mais en l'adaptant au support qui est très différent du cinéma. Les scènes d'un livre sont souvent difficiles ou impossibles à reproduire à l'identique à l'écran, comme par exemple dans Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy avec Anthony Quinn et Gina Lollobrigida, qui sera adapté par Jacques Prévert, et Jacques Prévert va utiliser carrément un narrateur pour raconter des chapitres et des têtes de chapitres. Donc là, on colle vraiment au plus près du roman. Les films sont soumis aussi à des restrictions plus sévères que les livres, concernant la violence, le sexe. Par exemple, dans American Psycho de Marie Harron, qui ne peut filmer les crimes horribles qui sont décrits dans le livre de Bret Easton Ellis. Une adaptation peut ainsi s'écarter de l'histoire originale en arguant le fait que la version modifiée est plus adaptée au cinéma. Ensuite, le deuxième terme qu'on trouve souvent, ou le plus souvent même, c'est celui qui est indiqué comme le film étant inspiré d'une œuvre, d'une histoire. Ce qui est plus simple d'ailleurs légalement, ce qui évite qu'il y ait 2-3 attaques judiciaires dessus. Il peut s'éloigner très largement de l'original et ne choisir même que quelques scènes ou thèmes du livre. Exemple, il y a un exemple célèbre, qui est celui de L'Amant de Jean-Jacques Hano, qui avait comme conseiller pour la réalisation de ce film Marguerite Duras, qui ne s'entendra pas du tout avec Jean-Jacques Hano et qui parlera de trahison.
Et du coup, elle parle de trahison dans son, pardon de te couper, dans le rapport de l'adaptation. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie trahie sur le sens, sur le contenu. Exactement, elle s'est sentie trahie sur ce qu'elle voulait représenter dans ce film. Et d'ailleurs, elle fera elle-même un livre qui s'appellera L'amant de la Chine du Nord, qui est en fait sa version du scénario. Donc c'est pour ça que des fois, on se dit qu'elle raconte toujours la même histoire, mais pour le coup, eh bien, c'était effectivement la même histoire scénarisée. Un film d'après l'œuvre peut complètement décontextualiser un livre et ne garder qu'une vague trame d'après l'œuvre. Certains peuvent aussi nommer le procédé adaptation moderne, c'est un terme un peu plus pudique, dans le cas d'un texte classique. Comme West Side Story, par exemple, de Robert Wise, très connu, qui n'est en fait qu'une évocation de Roméo et Juliette de Shakespeare, décontextualisée, et en même temps, on danse dessus, ce qui n'était pas du tout le cas de Shakespeare. Un film d'après les personnages se contente d'utiliser le nom, les attributs et les grands traits de caractère d'un personnage de roman. Il y a un exemple très célèbre qui est James Bond, par exemple, d'Ian Fleming, puisque l'auteur anglais ne saura jamais faire correctement un scénario, il a essayé malgré sa volonté. Il s'associera à John McCluskey, qui lui-même est très doué pour faire des scénarios, mais qui n'a jamais réussi à faire des romans. Les deux vont réussir à faire certains livres et certains films, ce qui va apporter beaucoup de déboires à la franchise de James Bond. Je me permets d'intervenir, Franck, à nouveau. Là, tu fais allusion à la franchise, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des problèmes juridiques, des problèmes d'achat, des problèmes de droits liés au film et au roman. Tout à fait, puisque Salzman Broccoli il a acheté tous les droits de Ian Fleming, oui. McCluskey va revendiquer le fait de pouvoir réellement faire des James Bond. Il va y avoir d'ailleurs une année comme ça, en 83, où il va y avoir deux James Bond qui ont le droit de s'appeler James Bond, qui vont se concurrencer, Roger Moore et Sean Connery dans Octopussy et Jamais plus jamais. Et ça va faire une succession de procès qui va expliquer des fois les longueurs entre deux personnages, Timothy Dalton et Pierce Brosnan par exemple. Le lien est donc étroit entre les deux arts et pourtant si différent. Des romanciers devinrent scénaristes et inversement. Et des grands, Faulkner, Hemingway, Crichton, Scott Fitzgerald, Puzo, avec Le Parrain, puisque au départ, c'est un roman. Des scénaristes sont devenus romanciers, et des grands. Audiard, Carrère, Chandler, avec son Grand Sommeil, qui sera son premier roman, et également un superbe film. D'Howard Hawks, avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, évidemment. Certains faisaient les deux d'égale façon, et des grands, qui pensaient un scénario comme un roman et un roman comme un scénario. William Goldman, avec Butch Cassidy et le Kid, Marathon Man de John Schlesinger, qui ont été composés tout à fait dans cette optique. Ou Giovanni, dans Le Deuxième Souffle, et vous avez tout simplement même des passages dans le roman qui sont exactement les dialogues. Alors pour les connaisseurs, c'est Jacques Ribaldi, dit Jacques le Notaire, annonce-t-il aux hommes qui l'entourent. Peut-être que tu étais mieux placé, toujours à plaisanter, commissaire, reprocha Alban. Vous saviez bien qu'on est sage. Ça, ce sont exactement les mêmes mots que vous allez retrouver dans le film prononcé par les personnages. Et puis, il y a surtout, bien sûr, Marcel Pagnol, avec Marius, Fanny, César, Topaz, Le Spoons, ou les adaptations du Château de ma mère, d'Yves Robert, de Jean de Florette, de Manon des Sources, ou la trilogie qui va être reprise par Daniel Auteuil. Marcel Pagnol étant d'égale façon romancier et cinéaste. Il y a deux grandes phases dans les romans adaptés au cinéma. Les romans nés avant le cinéma, où là les nouvelles et les romans à récit auront la priorité des films, et ceux nés avec le cinéma comme média dominant, où les histoires se structurent un peu plus facilement pour être visionnées. On a
le cinéma et l'image faisant partie de notre culture. On commence, on fait un peu, on écrit des romans un peu en les visualisant déjà comme des films. La différence de narration reste notable entre les deux arts. Le cinéma oblige à une action visible où les éléments sont projetés sur les spectateurs dans un temps calibré. Le roman est toujours plus intellectualisé. L'action est vécue et moins montrée. Le temps peut se distendre à volonté. Jusqu'à une date récente, il y avait une question de moyens, le roman pouvant bénéficier de tous les artifices, tandis que la débauche de moyens limitait les adaptations ou au moins leur réussite. L'image de synthèse a tout changé, et ce qui a fait réellement changer, c'est surtout une adaptation, celle du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Alors Peter Jackson est un fanat complet de l'œuvre de Tolkien, et ça a vraiment été le projet de sa vie. Il va réunir les moyens et il va réunir également les techniques pour que ça puisse être adapté. Et ceux qui aiment ce fabuleux roman des années 50, mondialement connu dans les années 70, eh bien, vont pouvoir ne rêver d'une adaptation qui pouvait être imaginée que dans la bande dessinée, dans le dessin animé, dans ce genre d'éléments, et qui étaient à chaque fois des échecs parce que ça ne convenait pas au côté sérieux quand même et un peu dramatique de l'œuvre. Peter Jackson va pouvoir adapter complètement les différents monstres et les ambiances dans ce film-là. Un film sur 5 est une adaptation, 1 sur 5, et la tendance est en augmentation. C'est-à-dire que les producteurs, et notamment les producteurs américains, achètent même des droits sur des livres, quitte à ne pas les réaliser, mais ils ont besoin de cette matière première. Et donc, ces dernières années, on est plutôt à 30%. Adapter, c'est un peu trahir aussi. Les grands films tirés des grands livres sont toujours la vision de deux artistes qui ont apporté chacun une vision du monde. Alors que celle du romancier est soumise à l'interprétation, au sens acteur du lecteur, il faut que le lecteur acte et il joue lui-même ses rôles dans sa tête, le film est beaucoup plus dirigiste. Pour qu'un roman devienne un très bon film, il faut que le film soit autre chose. Il s'agit de chercher une sorte d'équivalence qui ne se limite pas à la simple transposition virtuelle. Il faut un génie créateur qui anime une équipe de compétences, alors que le travail de l'écrivain est quant à lui totalement solitaire. Il ne s'agit pas de traduire si fidèlement, si intelligemment que ce soit, mais encore de s'inspirer artistiquement avec un amoureux respect en vue d'un film qui double l'œuvre et de construire sur le roman par le cinéma une œuvre à l'état second. Non point un film comparable au roman ou digne du livre, mais un être esthétique qui est comme le roman multiplié par le cinéma. On voit toutes les particularités de l'adaptation d'une narration à l'autre dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est un double chef-d'œuvre. Alors, les particularités de l'adaptation du roman au cinéma, mais là c'est un petit peu particulier parce que je crois qu'il y a deux histoires ou deux lieux différents, je ne me souviens plus. Alors, l'idée de Ken Kesey, c'est qu'il nous raconte tout ce livre par le chef indien, chef Bomden. Voilà. Et Milos Forman va carrément changer de narrateur, puisqu'il va passer par Nicholson, Randall McMurphy, et il va jouer sur l'ambiguïté du chef indien. Et en même temps, tout ce sentiment d'incarcération qui met des mots en face pour pouvoir l'exprimer, Forman va l'exprimer avec la caméra, avec des contre-plongées, et en utilisant Nicholson comme quelqu'un qui veut absolument s'évader, alors que Chef Bomden avait accepté, lui, d'être incarcéré. Donc il y a bien deux narrations qui sont complètement différentes, mais une fois que vous avez lu les deux livres, vous retrouvez complètement le livre dans la narration, alors qu'elle n'a absolument rien à voir. Le cinéma clôt un texte et limite l'imaginaire. C'est là sa vertu et sa limite. Il en donne sa version. Par exemple, Madame Bovary ou Gustave Flaubert expriment par le style d'écriture l'ennui de l'héroïne. Les deux adaptations françaises de Renoir et Chabrol sont très différentes
et ont peu en commun, mais sont toutes deux réussies. Un côté très scolaire chez Chabrol et plus larmoyant chez Renoir. On se retrouve avec la même œuvre, deux adaptations différentes et qui fonctionnent toutes les deux. Il y a une question importante que je vais aborder tout de suite. Faut-il voir le film avant ou après avoir lu le livre? Vous pouvez donner votre avis, on a un standard qui est là pour ça et qui sera heureux de capter les différents avis. Florence est derrière l'écran pour les recueillir. Je vous donnerai un exemple. C'est le Guépard de Lampedusa et de Luchino Visconti. Si vous voyez le film en premier, le comte Salinas aura à jamais les traits de Burt Lancaster tout au long de votre lecture. Ce n'est pas mal, mais ça limite votre interprétation et vous ne pourrez jamais lui donner son visage, par exemple. Je vais maintenant vous donner une liste condensée et toute personnelle d'œuvres littéraires particulièrement intéressantes à voir sur votre home cinéma. Donc je vais reprendre. Ce sont les romans, dans un premier temps, qui sont adaptés jusqu'au milieu du XXe siècle, ou un petit peu avant, et qui ont été faits avec peu d'influence du cinéma dans leur narration. Ça a commencé, tout début, par Méliès, déjà, et son mémorable De la Terre à la Lune de Jules Verne. Donc vous voyez que ça vient très tôt, dès les débuts du cinéma. Dès qu'on veut faire quelque chose avec une histoire construite, eh bien on va s'adresser à Jules Verne. Ben-Hur, le roman de Lewis Wallace. Alors Lewis Wallace, il n'a fait qu'un roman, c'est ce général nordiste de la guerre de sécession qui s'ennuyait, alors lui pas à mourir, c'est les autres qui mouraient, et qui dans son temps libre, il devait en avoir pas mal, a composé ce roman, qui va tout de suite être adapté au théâtre, on se demande comment d'ailleurs, et qui va être adapté plusieurs fois au cinéma. J'ai compté 4 adaptations, ça commence dès 1907. Il y a une adaptation en 1925 avec Ramon Novarro, la star de l'époque. Une adaptation en 2016 de Beckman-Beethoven, vous avez le droit de l'oublier, celle-là. Et puis bien sûr le chef-d'œuvre 11 Oscars de 1959 de William Wyler avec l'immense Charlton Heston. 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer avec Kirk Douglas et James Mason est bien fait. Vous l'avez certainement tous vu, il est très célèbre et je dirais même qu'il est trop célèbre. Il est trop célèbre parce que le Nautilus qu'on voit dans Disney, à chaque fois qu'on pense au Nautilus, c'est celui avec les écailles, c'est celui avec les gros yeux, c'est celui avec la queue, etc. C'est pas du tout la version qu'avait Jules Verne du Nautilus, qui était plutôt un tube et qui fait penser aux sous-marins des années 50, aux premiers sous-marins nucléaires d'ailleurs. Évidemment, on n'a pas besoin de beaucoup d'écailles pour pouvoir nager sous l'eau. Toujours de Jules Verne, Michel Strogoff est très convaincant sous les traits de Kurt Jürgens et la mise en scène de Carmine Gallone. Vous pouvez voir avec toujours la présence de l'immense Jürgens. Les liaisons dangereuses est un roman particulier puisque c'est un roman épistolaire, c'est un échange de lettres pendant tout le roman de Choderlos de la Close et a fait l'objet au moins de 10 adaptations ou inspirations, ce qui est énorme. De France, du monde anglo-saxon, j'en ai même vu de Chine et de Corée du Sud. C'est pas mal. La plus fidèle étant la version de Stephen Frears, mais peut-être que la plus réussie est Valmont, le film inspiré de l'œuvre par Forman. Et là, pour le coup, tu dis que c'est la plus réussie parce que ici, et c'est ici qu'il y a effectivement une différence de lieu, je crois, de l'action. Alors, en fait, Forman, dans cette adaptation-là, va bâtir plutôt ses personnages en fonction du cinéma et va les rendre beaucoup plus féroces que l'échange de l'air un petit peu à fleur et moucheté. C'est ça? C'est ça la différence. Voilà, c'est ça la différence. Et les personnages, eh bien, du coup, les acteurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Et cette fois, on vit beaucoup plus l'action qu'on ne peut la regarder avec une petite musique d'accompagnement derrière. Le Dracula de Coppola est inspiré par l'œuvre de Bram Stoker, mais sa narration est très intéressante parce qu'elle reprend un peu l'histoire de la narration au coin du feu, ce qui est un aveu de lecture très intimiste de la part de Coppola. Donc,
il n'adapte pas exactement le Dracula de Bram Stoker, mais il adapte comme si c'était un roman. Il en fabrique finalement, un roman visuel. Pour Orgueil et Préjugés de Jane Austen, la deuxième adaptation a été la bonne, celle de Joe Wright avec Keira Knightley, même s'il manque l'humour et la critique sociale très caractéristique de ce roman. Il en a fait une rencontre, quelque chose qui est compliqué au niveau des sentiments, qui est très bien joué, mais il y a vraiment un côté humour chez cet auteur et de critique qui manque un petit peu. Jane Austen a également été bien adaptée par Ang Lee dans Raison et Sentiment. Donc là, c'est vraiment des premiers étages où on peut accéder à l'œuvre complexe et fascinante de cet auteur. Moins de chance pour Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Le chef-d'œuvre absolument stupéfiant a pourtant vu une douzaine de tentatives d'adaptation. Une douzaine? Pourquoi un tel engouement pour... C'est vrai que le roman est extrêmement prenant. Les personnages sont complexes, donc ça doit fasciner les cinéastes. Mais par contre, eh bien, ça va du plan-plan de Laurence Olivier aux parties tronquées, ou alors la version de Peter Kominsky avec Juliette Binoche, qui est en fait très drama et qui ne fait peur à personne, alors qu'il y a des moments où on peut être terrifié par l'image que donne Heathcliff dans le livre. Tolstoï a bénéficié de moyens considérables d'adaptation pour Anna Karenine, toujours Joe Wright qui doit aimer ça, et avec Keira Knightley qui doit adorer les adaptations et la littérature. C'est quand même surprenant, bénéficier de moyens alors que nous sommes en Union soviétique tout de même. Et ça va même être encore beaucoup plus spectaculaire avec Guerre et Paix, puisque dans Guerre et Paix, c'est carrément l'armée soviétique qui est mobilisée dans le film où il y aura le plus de figurants de l'histoire du cinéma. Ah oui. Voilà. Donc, et cette guerre, ils vont réussir à la gagner, les soviétiques, ça fait peur quand même. On ne peut compter les adaptations totales ou partielles, plus ou moins inspirées, d'une des plus grandes œuvres de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo, qui sont plus ou moins bien réussies. Et quand je dis on ne peut compter, c'est-à-dire que moi je me suis arrêté, il y en avait au moins 25 qui reprenaient des bouts ou la totalité. Alors là-dedans, on va dire qu'elles ont plutôt été moins bien que bien adaptées. Il y en a deux qui vraiment surnagent au-dessus du lot. C'est celle de 1934. Alors quand je dis à mes enfants qu'ils vont regarder un film de 1934, en général ils se moquent de moi. Mais quand même, celle de Raymond Bernard avec Harry Bor, et celle de Robert Hossein avec Nino Ventura en Jean Valjean, Michel Bouquet en Javert, Jean Carmet en Thénardier, Evelyn Bouix en Fantine. Et là, si je ne vous ai pas donné envie, alors j'y arriverai jamais. Si vous hésitiez, après cette version, vous aurez envie de lire ce monument. Zola a été un grand adapté, et parmi les très réussis, on peut citer Thérèse Raquin de Marcel Carnet avec Simone Signoret, très rigoureux et très fin, Paubouille de Julien Duvivier avec Gérard Philippe et Dany Carrel, Au bonheur des dames d'André Cayatte avec Michel Simon, imaginez, et surtout, ce qui va rester dans l'histoire, La bête humaine de Jean Renoir avec Jean Gabin. Et là, quand même, vous avez un film où tout le monde reste scotché devant. Et Le prodigieux Germinal de Claude Berry avec Miou Miou, Renaud, Depardieu, Jean Carmet, qui sera jamais lié qui est presque définitif. Ça va être difficile de faire une autre adaptation après ça. Curieusement, le Moby Dick d'Herman Melville, qui est vraiment le point de départ de la littérature américaine, n'a pas soulevé avec beaucoup de bonheur les velléités des cinéastes. J'ai souvenir d'une version de John Huston avec Gregory Peck. Alors, John Huston n'est pas toujours très bien inspiré, c'est très honorable. Et la version de 2010 de Stock, qui est absolument à fuir. Alors, parce que le réalisateur, il a cru que c'était Les Dents de la Mer 12, et qu'il en a fait un film d'horreur, alors que bien sûr, il y a le combat entre le bien et le mal, entre un fantasme et la réalité de la nature et la puissance de la nature. Rien à voir avec Les Dents de la Mer. Dans les livres adaptés de façon peu heureuse, pour nos yeux du XXIe siècle,
Nous pouvons également citer L'île au trésor de Stevenson dans la version Disney de 1950, que j'ai adoré. Mais malheureusement, je l'ai revu et ce film a fait comme moi, il a terriblement vieilli. Et en plus, on pourra oublier définitivement la version de Berberian avec Gérard Jugnot, qui doit bien, ça lui arrive de se planter sur un film, on ne va pas lui en vouloir. Bellamy de Maupassant est dans cette lignée. La version de Declan Donnellan et Nick Ormrod est gâtée par un Robert Pattinson qui vous fera, paradoxalement, adorer le livre. Par contre, le dernier des Mohicans, de Fenimore Cooper, réussit la gageure d'être encore plus passionnant en film avec la réalisation de Michael Mann, excusez du peu, et la présence de Daniel Day-Lewis, on applaudit, et bien sûr la musique émouvante que je ne vais pas siffler. La guerre des mondes d'H.G. Wells a inspiré des réalisateurs pour des blockbusters un peu éloignés du texte, mais impressionnants. Notons la version de 1953 de Byron Askin avec Gene Barry et Anne Robinson, qui fera bien sûr sourire par sa naïveté typique de l'époque. Mais nous allons retrouver ces deux acteurs dans la version de 2005 de Steven Spielberg pour un caméo qui ravira tous les cinéastes. Revoir les mêmes acteurs 50 ans après dans le même film, c'est quand même la classe de la part de Spielberg. Alexandre Dumas a bénéficié de belles adaptations avec Les Trois Mousquetaires, évidemment, de Richard Lester et une flopée de stars, je ne peux pas tous les nommer. Et bien sûr, Le Comte de Monte Cristo. La version de Robert Vernet avec Jean Marais est intéressante, mais un peu vieillotte. On pourra lui préférer la mini-série avec Depardieu et Ornella Muti tout de même. Stendhal a vu ses œuvres les plus connues comme Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, adaptées avec brio. Dans les deux cas, c'est Gérard Philippe qui sera l'interprète principal aux commandes, une fois de Claude Autant-Lara et de Christian Jacques. Le colonel Chabert est une des œuvres de Balzac remarquablement bien adaptée par Yves Angelo avec Gérard Depardieu. Vous ne pouvez pas la louper et vous allez adorer le roman. Pour La Princesse de Clèves, qu'on a presque tous étudié à l'école, de Madame de Lafayette, on n'a pas fait mieux que la réalisation de Jean Delannoy avec Jean Marais et Marina Vladi. Ça doit donner envie au moins aux plus anciens. Plus près de nous, le procès de Kafka a été somptueusement traité par Orson Welles avec Anthony Perkins, Romy Schneider et Jane Morrow. Si vous avez un peu peur de commencer avec Kafka, si vous voyez l'élément avec Orson Welles, alors effectivement, vous aurez envie de découvrir-le. Mort à Venise de Thomas Mann donna lieu à un magnifique film de Visconti avec Dirk Bogarde, indissociable de la musique de Gustav Mahler. Mort à Venise qui, pour moi, était un peu difficile en roman et que j'ai vraiment apprécié au cinéma. Comme quoi, cette vision peut vraiment apporter quelque chose en plus. Et donner envie de découvrir la littérature et de s'en servir pour en faire quelque chose de plus grand. C'est ce que j'évoquais précédemment. Le Grand Maulne, seul roman d'Alain Fournier, mort trop jeune à Verdun, il a eu le temps de faire qu'un roman, il est mort à 27 ans je crois, est très bien rendu avec la réalisation de Nicolas de Vauchel. C'est un grand roman aussi et c'est une très belle histoire. Il faut noter l'inspiration magnifique de Coppola avec Apocalypse Now, qui reprend la trame d'une nouvelle de Joseph Conrad, qui doit dater de 1899, Au cœur des ténèbres. Et du coup, tu peux préciser un petit peu l'adaptation? Voilà, alors là, c'est une grande adaptation, mais qui respecte vraiment la trame, c'est-à-dire que ça se passe en Afrique avec Joseph Conrad, et Coppola va bien sûr transposer ça au Vietnam. Il va utiliser d'ailleurs le même nom de personnage, c'est toujours le colonel Kurtz, qu'on va essayer de les trouver, et au fur et à mesure qu'on va dans la jungle, on va dans la folie. Martin Sheen va s'approcher de cette folie qui était en train de vivre Coppola, puisque c'est un film absolument démentiel, qui a coulé la United Artists, où Coppola, pendant 3 semaines, est complètement absent, c'est Robert Duval qui reprend la suite, où Marlon Brando est perdu dans la jungle, et quand vous avez la caméra qui tombe sur lui, ben on vient de retrouver Marlon Brando, qui était à fond dans son rôle du colonel Kurtz, où Martin Sheen chope un infarctus, où il se blesse dans la scène où il va gagner un Oscar, parce qu'il a trop bu, bref, la folie complète.
Et on dirait que l'auteur a également suivi la trame de cette œuvre pour réaliser le roman. C'est bien ce qui doit lui donner ce côté mythique et monumental au film. Les adaptations, maintenant on va passer aux adaptations de romans inspirés par le langage cinématographique. Alors, c'est une drôle de catégorie, vous allez comprendre. On va commencer par Autant en emporte le vent. Là, on voit tout de suite qu'on est dans l'immense adaptation. Le best-seller de Margaret Mitchell donnera lieu à un film inoubliable, bien sûr, de Victor Fleming, avec Clark Gable et Vivian Leigh. Les 4 filles du Docteur Marsh, le difficile roman à lire de Louisa May Alcott, fera un carton avec Melvin Leroy et surtout avec la version de Gillian Armstrong jouée par Suzanne Sarandon. Je connais des fans de ce film-là et qui n'ont toujours pas lu le livre. Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, je vous ai dit qu'il aimait bien faire des scénarios, a donné lieu à 2 très bons films. Celui de Jack Clayton avec Robert Redford, plus intimiste, et la version plus clinquante de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio. C'est une histoire de goût, à vous de les départager. Moi, je n'y arrive pas. J'aime autant les deux. Autre grand livre, le Docteur Zhivago de Boris Pasternak sera impeccablement incarné par Omar Sharif dans celui de David Lean avec la musique de Maurice Jarre. Ça y est, elle vous est venue à la tête, j'y suis arrivé. Le Hussard sur le toit de Jean Giono a une seule adaptation, et heureusement très réussie, de Jean-Paul Rapneau avec Juliette Binoche et Olivier Martinez. C'est un livre complexe, une trame complexe que Rapneau a superbement réussi à retranscrire, et ça permet vraiment de commencer à aborder l'œuvre de Jean Giono. Au nom de la rose, d'Umberto Eco, tout le monde le connaît, est un chef-d'œuvre de Jean-Jacques Hano, avec le regretté Sean Connery, qui était vraiment un rôle à contre-emploi et qu'il a absolument voulu faire pour se sortir des James Bond définitivement, et ça a vraiment relancé sa carrière. Le regretté, on va dire, Sean Connery, puisqu'il nous a quittés il y a très peu. Lolita de Nabokov a été édulcorée, puisqu'évidemment, c'est quand même des amours qui sont difficiles actuellement à accepter dans la société. Mais ça reste des films qui sont très réussis, sous les ordres de Stanley Kubrick, avec Shelley Winter et James Mason. Alors de toute façon, avec Stanley Kubrick, tout est réussi. Suivra celui d'Adrian Lyne, presque aussi réussi, presque. Pierre Boulle sera mieux connu pour les adaptations de ses romans par les ventes que par les ventes avant film. Mais quel succès, puisque c'est lui qui va bâtir le pont de la rivière Kwai, de David Lean, toujours, avec Alec Guinness, que les plus jeunes connaissent. Alec Guinness, puisque c'est Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Il va prendre un Oscar là-dessus. Et La planète des singes de Schaffner avec Charlton Heston. Alors, c'est le seul qui est regardable. Les 11 autres films sont lointainement inspirés du roman, celui avec Charlton Heston, et cette fameuse, je vous le dis pas, est très réussie. Continuons dans la science-fiction avec Arthur Clarke, qui se verra offrir un chef-d'œuvre essentiel du 7e art par l'adaptation de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui va définir la science-fiction et un visuel de science-fiction. Enfin, grâce à cette œuvre, il a bien choisi avec Arthur Clarke, qui est un monument, un maître de ce style, et il fera un film absolument extraordinaire en 1968. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury créera malheureusement quelques rires involontaires, parce que si vous regardez les costumes que François Truffaut a réussi à affubler les acteurs, on se demande comment ils ont réussi à ne pas rire, mais c'est quand même très réussi à l'arrivée. À regarder en famille, les enfants riront et nous on pourra réfléchir. 1984 de George Orwell, très à la mode actuellement, est rapidement compréhensible grâce au film de Michael Radford, qui aborde beaucoup de sujets et assez finement, et c'est vraiment
c'est pareil, c'est quelque chose qui va vraiment ouvrir sur l'œuvre de George Orwell. Et toujours dans la science-fiction, le troublant Blade Runner de Philip K. Dick. C'est une nouvelle de ce maître de la science-fiction et qui va devenir absolument envoûtant par l'adaptation que fait Ridley Scott avec, alors c'est super parce qu'on ne comprend pas tout, mais dans les livres de Philip K. Dick non plus, on ne comprend pas tout, donc ça tombe bien, mais par contre on est absolument épaté par ce qui se passe sous nos yeux. Le Parfum de Patrick Süskind, dont le prix des droits d'adaptation avait à l'époque battu des records, parce que vraiment les sociétés de production s'étaient battues pour avoir l'adaptation. Première adaptation. Ouais, c'est une adaptation où l'auteur va prendre plus de 20 millions d'euros grâce à ça, hein, rien que sur l'adaptation. Ça va donner un film qui est moyen, en tout cas qui va décevoir les fans du livre. Par contre, c'est déjà un film qui est correct et qui est sympa à regarder. Tim Burton a bien sûr fait des films déjantés et notamment très esthétiques. On pense à son adaptation de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Roald Dahl qui était déjà très lié au cinéma parce que, alors beaucoup l'ignorent, mais il fut le scénariste d'un James Bond avec On ne vit que deux fois. Alors, on a du mal à voir Roald Dahl avec, ici dans la bibliothèque, il y a plein de livres de jeunesse, et c'est lui, mais finalement James Bond, est-ce que ce n'est pas un grand enfant, hein, on se demande. Hemingway sera adapté de nombreuses fois, gardons en tête Pour qui sonne le glas, de Sam Wood, avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. Et là, si vous ne pleurez pas, c'est que vous êtes définitivement insensible. Steinbeck a inspiré le cinéma, avec Les raisins de la colère, qui sera un succès en librairie et immédiatement, dans l'année suivante, adapté au cinéma avec Henry Fonda, ce qui va donner deux chefs-d'œuvre, avec aux commandes John Ford. Donc John Ford, Henry Fonda, imaginez un petit peu. À l'Est d'Eden, d'Elia Kazan sera un triomphe pour James Dean. On est dans le très haut. Et Des souris et des hommes, une réussite avec Gary Sinise à la réalisation et en tant qu'acteur, et John Malkovich. Alors, cela tient certainement au style d'écriture de Steinbeck, qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et c'est vrai que quand on joue, nous, en tant que lecteurs, ces personnages, eh bien, il y a matière, et on a envie de combler un peu tous les vides qui nous laissent avec des personnages au caractère très fort. De sang-froid de Truman Capote est une enquête sur un meurtre horrible. L'auteur, suivant les enquêteurs, va composer son livre. Alors ça va être très dur pour lui, ça va tellement plaire, cette composition, puisqu'il va suivre au fur et à mesure les journalistes et les enquêteurs, même à des moments où tout le monde oublie ça, qu'on va faire un film l'année d'après, qui va être aussi un succès, mais tellement épuisant, parce qu'au total c'est un projet sur 3 ans, que Truman Capote ne sortira plus rien d'intéressant, ça va définitivement le vider. On voit même qu'il prend après ça vraiment un coup de vieux assez terrible. Il avait Harper Lee pour l'aider, celle qui va faire un livre superbe. LA Confidential est un excellent polar de James Ellroy et qui sera également un excellent film de Curtis Hanson avec Kevin Spacey, Russell Crowe et Kim Basinger, en même temps avec de tels acteurs. Difficile de se louper, même si ça arrive qu'on peut se louper avec des grands acteurs, mais il y a Kim Basinger. Encore plus près de nous, nous pouvons apprécier l'excellent Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, dans les pattes de l'étonnant Albert Dupontel, pour une œuvre absolument virtuose. Alors, Dupontel est un fanat de cinéma. C'est quelqu'un qui a envie d'imaginer des tas de choses. Si vous avez vu le film, il y a toute une scène où ils sortent des tranchées, etc. Ben, il a mis une caméra sur un chien et il lui a donné un parcours à réaliser. Et ce parcours, eh bien, il l'a fait à côté, il était dressé pour ça. Et il a pu filmer. On se demande, moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé comment il a fait pour filmer. Il a vraiment fallu que je cherche. Je me suis dit, quelle technique? Et j'ai vu un reportage où il l'explique. C'est passionnant. L'écume des jours de Boris Vian trouve une seconde jeunesse avec Michel Gondry à la caméra, placé devant Romain Duris et Audrey Tautou.
là-dessus. Est-ce que je peux vous interrompre? Parce qu'on a un spectateur, Baptiste, qui, par exemple, sur le parfum, n'avait pas du tout le même avec lui, pour lequel le parfum a été une façon d'entrer, le film a été une façon d'entrer dans le livre. Ouais. Et là, sur l'écume des jours, pour lui, c'est une très belle surprise, il dit. Et quand il a vu le film, il a pu imaginer, en lisant le livre, d'autres choses. Voilà, il dit, l'écume des jours, très belle surprise, qui n'a pas empêché l'imagination en tournant les pages. Mais c'est deux très bonnes remarques de Baptiste, parce que, comme je disais, les fans du parfum n'ont moyennement aimé le film, mais le film est bien fait, et c'est vraiment un bon strapontin pour aller découvrir le roman. Dans l'écume des jours, l'écriture de Boris Vian laisse une grande part d'imagination, et dans le film qui est complètement loufoque et qui part sur des choses assez extraordinaires, les voitures qui ont deux arrières, qui font penser à des voitures des années 50 qui sont modifiées, la maison qui rétrécit, etc. Eh bien, ça rend vraiment bien l'aspect du livre, parce qu'il n'explique pas pourquoi une maison rétrécit, parce qu'il n'explique pas pourquoi il y a un nénuphar à la place du cœur, etc. Et donc, c'est très bien fait là-dessus, et ça permet de respecter le côté imaginaire de Boris Vian. On trouve également La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors il a une écriture fabuleuse, Romain Gary. Et ces promesses, eh bien, le film les tient aussi, puisque grâce à Éric Barbier, à Pierre Ninet et à Charlotte Gainsbourg, on a un film avec beaucoup de sensibilité, et notamment l'interprétation de Charlotte Gainsbourg apporte un côté poésie, rien qu'avec la voix, qui sied tout à fait au style de Romain Gary. Un sac de billes de Joseph Joffo garde toute son innocence dans la réalisation de Christian Duguay, avec Dorian Leclerc, Baptiste Floréal Palmieri, Patrick Bruel et Elsa Zilberstein. Et très récemment, Mon chien stupide de John Fante a fait l'objet d'une tentative d'Yvan Attal, non couronné de succès. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu le nombre d'entrées. Ça va être dur de faire un remake. Le cas Simenon, avec plus de 200 romans et des personnages célèbres, bien sûr, comme Maigret, des romans qui sont courts à la lecture, très ambiance, a bénéficié de nombreuses adaptations. Alors, ce qui est un paradoxe, c'est qu'il n'y en a aucune qui a fait un grand succès. Ça a fait des très bons films, mais qui ont fait à chaque fois peu d'entrées. Alors, très bons films, on ne peut pas dire que les moyens n'aient pas été mis pour faire des films extraordinaires. Monsieur Hir, Patrice Lecomte, avec Michel Blanc et Sandrine Bonner, L'horloger de Saint-Paul, Tavernier avec Noiret et Rochefort, L'inconnu dans la maison, Lautner et Belmondo, Les fantômes du Chapelier, Chabrol, Serrault, Aznavour, La veuve Coudert, Granier de Fer, Alain Delon, Simone Signoret, Le Chat, Granier de Fer, Jean Gabin, Simone Signoret, L'aîné des fers chauds, Melville, Belmondo, Charles Vadel, Le président, Verneuil, Jean Gabin, Bernard Blier, En cas de malheur de Claude Autant-Lara avec Jean Gabin et Brigitte Bardot, La chambre bleue d'Amalric avec Léa Drucker. En conclusion, le cinéma, c'est bien, mais lisez Simenon. Et puis, il y a le cas étrange de Stephen King. Ces nouvelles et ces romans courts sont très adaptés à un format d'adaptation, puisqu'elles sont bien calibrées, et il doit bien penser à ça quand il les compose. Alors, il a été adapté au meilleur comme au bien pire, voire pire. Dans les meilleurs, on trouve bien sûr tout en haut Shining de Kubrick avec Nicholson, La ligne verte de Frank Darabont avec Tom Hanks, Les évadés, Darabont encore, qui doit aimer l'œuvre de Stephen King, avec Tim Robbins et Morgan Freeman, Christine de John Carpenter avec Une Plymouth Fury, Stand By Me de Rob Reiner. Et alors c'est moins connu, mais c'est absolument inoubliable, The Dead Zone de David Cronenberg avec Christopher Walken, où il devient médium involontairement, et il sait que le président va faire exploser une bombe atomique. Extraordinaire. Et le pire, pour m'amuser, je vais vous en citer 3, Dreamcatcher
La Tour Sombre ou Charlie. Et je ne sais toujours pas où classer ça. À ceux qui croient que j'ai oublié, alors je vais le dire, oui, il y a Harry Potter qui a été adapté. Voilà, je l'ai dit. Alors, après, Franck, après une telle liste, il y a tout de même une question que l'on peut se poser, c'est que reste-t-il à adapter, finalement? On pourrait croire que tout a été fait, qu'il n'y a même plus besoin de lire, qu'on a tous les livres qui sont là. Et pourtant, je vais vous en énumérer quelques-uns. Et si un réalisateur nous écoute, il peut noter l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Ça a été adapté, mais ça a fait Troie, ça a fait un vieux Ulysse avec Kirk Douglas. Rien qui puisse être à la hauteur de cet extraordinaire poème. Don Quichotte de Cervantes. Alors, ça aussi. et en plus tellement étonnant que ça a été tenté pendant des années par Orson Welles et également par Terry Gilliam, avec peut-être le film le plus maudit de l'histoire, puisque Gilliam va réussir à monter le film, il va y avoir une tempête en Espagne, il va y avoir les décors qui tombent, il va y avoir ensuite les décors qui brûlent, il va y avoir les décors qui vont être envahis par les eaux, il va y avoir Jean Rochefort qui tombe de cheval et qui ne peut plus remonter sur un cheval. Tout va aller à volo et le film ne sera jamais terminé. Le cycle Fondation d'Isaac Asimov, et qui pourtant a inspiré tellement d'œuvres, genre de Star Wars, quand on voit la capitale et 30 heures, c'est vraiment la même chose. À la recherche du temps perdu, de Proust, malgré de nombreuses petites tentatives concernant des bouts de l'œuvre, des films qui s'appellent À la recherche du temps perdu, mais qui prennent qu'un bout d'un des 7 livres, et puis malgré Visconti qui est un passionné de Proust, qui va toute sa vie essayer de monter des films là-dessus, qui ne va pas y arriver, et qui va prendre des bouts de La recherche du temps perdu, des thèmes qu'il va introduire dans ses différents films. On trouve comme ça une dizaine d'évocations dans des films de Visconti. Les montagnes hallucinées de Lovecraft, pourtant l'univers s'y prête énormément. Voyage au bout de la nuit et Nord de Céline, avec plusieurs tentatives et pas des moindres, avec Belmondo notamment. Je l'ai lu dans la dernière biographie qu'il a fait, et ça m'a vraiment étonné. Il a essayé. Avec Jean-François Stévenin, qui va longuement interviewer l'ex-femme de Céline, Lucie Almansor, qui est morte en 2019, à 107 ans. Et l'écrivain Nab en fera un livre très réussi qui nous fait d'ailleurs découvrir Céline sur un tout autre aspect, par les yeux de celle qu'il aimait. Dune, alors il y a eu déjà une adaptation célèbre de David Lynch, mais j'ai du mal à savoir quoi en penser. C'est réduit, c'est malaxé, le visuel a fait beaucoup rire mes enfants aussi, donc peut-être qu'une autre version serait urgente pour un tel mythe de la littérature. Et puis un livre que j'adore, Sur la route de Kerouac, qui semble, quand on le lit, absolument être un road movie. Eh bien, il n'y a pas eu d'adaptation correcte. Il y a eu celle de Water Sells récemment, mais quand on voit les notes du public, ça n'a pas conquis. Et puis, alors, je suis très étonné aussi, j'ai constaté que Jack London avait été très mal adapté dans des choses un peu mièvres avec Charlton Heston ou récemment Harrison Ford, où j'ai vu une version de Martin Eden qui se passe en Italie. Difficile à imaginer Martin Eden en Italie. Bref, la puissance de l'œuvre n'a pas été saisie par le cinéma. Donc il reste encore des monuments à découvrir et aussi d'autres livres à être réinterprétés dans d'autres films, puisque c'est aussi toute la beauté du cinéma d'avoir plusieurs visions d'auteurs. Alors on arrive à la fin. C'était long, je n'ai pas arrêté de parler. Je tiens à remercier tous les membres de la bibliothèque pour cette carte blanche et pour leur soutien précieux et la mise à disposition de toutes les équipes et le travail qu'ils font. C'était vraiment passionnant de pouvoir travailler avec vous. Merci à Franck Antunes. Merci Franck, c'était vraiment passionnant. Vous l'aurez constaté, de croiser ces passions, ces centres d'intérêt, ces goûts entre la littérature
les romans et le cinéma. Et on voit que les passerelles sont nombreuses. Tu as évoqué également des détails croustillants qui sont tout de même passionnants. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de t'être lancé dans ce scénario un peu improbable de la carte blanche. Merci également à toutes les équipes. Et puis je veux vous dire que vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube Évasion culturelle, Bibliothèque municipale d'Irigny. Et bien évidemment, à la bibliothèque municipale, vous pouvez retrouver les DVD et les livres que l'équipe de la bibliothèque se fera un plaisir de vous prêter, de vous conseiller et voire même vous orienter sur d'autres lectures. Voilà, on vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci à toute l'équipe. Merci.